Il n'est jamais aimé les bougies d'anniversaire. La plupart des gens font un vœu avant de les souffler. J'ai passé la majeure partie de mon enfance à essayer de deviner si mes parents voulaient vraiment que je sois là. Plus je grandissais, mieux il devenait à faire semblant. Pour tous ceux qui se trouvaient en dehors de notre maison. Nous avions l'air d'une famille ordinaire vivant dans un quartier calme en périphérie de Portland. Mon père, Richard Holloway, possédait une petite entreprise de construction. Ma mère, Denise, faisait du bénévolat à l'église tous les samedis. Mon jeune frère, Evan, ne pouvait rien faire de mal. Et moi, j'étais la fille que les gens présentaient avec un sourire. Mais dont on parlait rarement une fois les invités partis. Je m'appelle Claire Holloway. J'avais 28 ans lorsque mes parents m'ont invité à la maison pour mon anniversaire. Cela aurait dû être l'invitation la plus heureuse que j'avais reçue d'eux depuis des années. Au lieu de cela est devenu le jour où j'ai enfin compris que faire semblant pouvait être plus dangereux que la haine. En y repensant maintenant, les signes avant-coureurs n'étaient pas cachés. J'avais simplement passé trop d'années à me convaincre que l'amour était simplement difficile dans ma famille. J'avais déménagé 4 ans plus tôt après avoir terminé mes études supérieures. Ma vie n'était pas glamour. Je louais un petit appartement. Je travaillais comme analyste financière pour une entreprise de fabrication régionale. Je payais mes factures moi-même. Je passais mes week-ends à faire des randonnées avec des amis ou à lire sur mon balcon. Ce n'était pas excitant. C'était paisible. La paix était quelque chose que je n'avais jamais connu en grandissant. La partie étrange était que mes parents m'appelaient à peine après mon départ. Des mois passaient parfois sans que j'entende parler d'eux. Puis, 2 semaines avant mon anniversaire, ma mère a appelé. Pas un texto, pas un message vocal. Un véritable appel téléphonique. Claire. Sa voix semblait inhabituellement joyeuse. J'ai réfléchi. J'ai souri malgré moi. À quoi? Nous n'avons pas célébré ton anniversaire ensemble depuis des années. Elle a fait une pause. Je veux arranger cela. Pendant un moment, j'ai oublié toutes les déceptions, toutes les réussites oubliées. Toutes les fêtes où Evan recevait toute l'attention, toutes les excuses. Peut-être que les gens pouvaient vraiment changer. J'aimerais bien. Nous préparons ton gâteau au chocolat préféré. Cela m'a surprise. Je n'avais pas mangé de gâteau au chocolat depuis des années. Non pas parce que j'avais arrêté de l'aimer. Mais parce que personne dans ma famille ne s'était souvenu que c'était mon préféré depuis que j'avais 12 ans. Je serai là. Lorsque j'ai terminé l'appel, je me suis senti réellement excité. Cela aurait dû m'inquiéter parce que l'espoir a une façon de rendre les vieux souvenirs plus silencieux qu'ils ne devraient l'être. Quelques jours plus tard, ma meilleure amie Naomi m'a invité à déjeuner. Elle l'a remarqué immédiatement. Tu as souri 3 fois en lisant le menu. J'ai ri. Mes parents m'ont invité. Son sourire a disparu. Pourquoi faire? Mon anniversaire. Elle a lentement posé son café. Claire, quoi? Quand était la dernière fois qu'ils t'ont invité quelque part? J'y ai réfléchi. Ah. Je ne m'en souvenais pas. Naomi n'était pas quelqu'un qui se précipitait pour juger les gens. Elle me connaissait depuis l'université. Elle avait écouté des années d'histoire sur les anniversaires oubliés. Les promotions ignorées et les fêtes passées à trouver des excuses pour mes parents. Elle a tendu la main par-dessus la table. Je veux que tu me promettes quelque chose. Quoi? Si quelque chose semble mal tourner. Elle a soutenu mon regard. Tu pars. J'ai ri doucement. Tu fais comme si j'entrais dans un film policier. Elle n'a pas ri. Je suis sérieuse. J'ai hoché la tête. Je promets. Elle a finalement souri. Bien. Puis elle a changé de sujet. Mais son expression est restée avec moi pendant tout le trajet du retour. Le samedi est arrivé avec un ciel bleu éclatant. Je me suis arrêté dans une boulangerie locale sur le chemin de la maison de mes parents. Non pas parce que je pensais qu'ils avaient besoin d'un dessert. Mais parce que ma mère se plaignait toujours des gens qui arrivaient les mains vides.
Les vieilles habitudes survivent même après que les gens ont déménagé. Leur maison avait exactement le même aspect. Revêtement blanc, volets bleus. La balançoire que mon père avait construite 20 ans plus tôt. Rien n'avait changé sauf moi. Papa a ouvert la porte d'entrée avant que je frappe. Tu es là. Pas d'étreinte, juste ces deux mots. Maman est apparue de la cuisine avec un grand sourire. La voilà, elle m'a serré brièvement dans ses bras, assez longtemps pour me surprendre. L'odeur de vanille flottait dans le couloir. Puis j'ai vu la salle à manger. Fleurs fraîches, cadeaux emballés, une banderole d'anniversaire, même des ballons. Je suis resté figé. C'est maman qui a souri. Tu mérites un bel anniversaire pour un moment dangereux. Je l'ai cru. Le dîner a été étrangement agréable. Papa a demandé des nouvelles du travail. Maman a demandé des nouvelles de mon appartement. Même Evan s'est comporté de manière inhabituellement polie. Il a raconté des histoires drôles de son nouveau travail dans la vente. Tout le monde riait, y compris moi. La soirée semblait si normale que j'ai commencé à me demander si j'avais exagéré mon enfance dans mon propre esprit. Peut-être que les gens grandissaient vraiment. Peut-être que les familles guérissaient. Peut-être que j'avais porté une vieille douleur plus longtemps que nécessaire. Puis le dessert est arrivé. Maman a apporté un beau gâteau au chocolat recouvert de fraises fraîches. 28 bougies scintillaient sur le dessus. Tout le monde a commencé à chanter, même papa. Quand la chanson s'est terminée, maman a placé le gâteau devant moi. Fais un vœu. J'ai fermé les yeux. J'ai souhaité exactement une chose. Que ce sentiment soit réel. Quand j'ai ouvert les yeux, quelque chose a attiré mon attention. Pas le gâteau, pas les bougies. Evan, il ne me regardait pas. Il fixait mes parents. Son visage était devenu pâle. Maman lui a fait le plus petit signe de tête. Presque trop subtil pour être remarqué. Presque. Puis papa a doucement poussé le serveur à gâteau vers moi. Vas-y. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Pour la première fois de la soirée, la pièce ne semblait plus chaleureuse. Elle semblait répéter. J'ai pris le couteau et juste avant que la lame touche le glaçage, la sonnette a retenti. Personne n'a bougé. Le sourire de maman a disparu. Papa avait l'air agacé. Evan s'est soudain levé si vite que sa chaise a raclé bruyamment le sol en bois dur. Qui que ce soit qui se tenait dehors. Mes parents ne les attendaient clairement pas. Personne n'a tendu la main vers la porte. Cela m'a plus surprise que l'interruption elle-même. En grandissant, ma mère insistait pour que les invités n'attendent jamais. Elle disait que c'était impoli de laisser quelqu'un debout sous le porche. Maintenant elle fixait le couloir d'entrée sans bouger. Papa a regardé sa montre, pas la porte. Sa montre, presque comme si le timing importait soudain. La sonnette a retenti à nouveau. Plus longtemps cette fois. Evan s'est éclairci la gorge. Je vais y aller. Non. Papa a répondu si vite que la pièce est devenue silencieuse. J'y vais. Il a disparu dans le couloir, fermant la porte de la salle à manger derrière lui. Les voix étaient étouffées. Je ne pouvais pas entendre les mots, seulement les tons. Une voix appartenait à mon père. L'autre à une femme. Après presque 2 minutes, papa est revenu seul. Mauvaise adresse. Maman a forcé un sourire. Où en étions-nous? Elle a fait glisser le gâteau d'un autre pouce vers moi. Tu étais sur le point de couper la première tranche. Quelque chose dans sa voix semblait tendu. Pas nerveux, impatient. J'ai repris le couteau. Puis mon téléphone a vibré. Maintenant moi. J'ai souri d'un air désolé. Désolé. Maman a immédiatement parlé. Tu peux l'appeler plus tard. C'est probablement rien. Le téléphone continuait de vibrer. 3 appels en moins de 30 secondes. Ce n'était pas comme Naomi. Elle détestait appeler les gens 2 fois. J'ai tendu la main vers mon téléphone. La main de maman s'est posée doucement sur mon poignet. Claire. Son sourire n'a jamais changé. S'il te plaît. Juste une soirée sans travail ni téléphone.
C'est Naomi. Elle comprendra. Avant que je puisse répondre, le téléphone a arrêté de sonner. Une seconde plus tard, un message texte est apparu sur l'écran. Ne mange rien. J'arrive. Tous les poils de mes bras se sont hérissés. J'ai regardé le message de Naomi, puis ma mère, puis le gâteau. Maman a remarqué mon expression. Qu'est-ce que c'est? J'ai verrouillé mon téléphone. Rien. Elle m'a observé une autre seconde, puis a souri à nouveau. Vas-y. Tes bougies fondent. J'ai regardé autour de la table. Personne n'avait touché au gâteau. Personne n'avait demandé de café. Personne n'avait même pris une fourchette. Chaque personne dans la pièce attendait après moi. Une pensée étrange m'a traversé l'esprit. Et si je ne le faisais tout simplement pas? J'ai reposé le couteau sur la table. Je pense que je garderai le dessert pour plus tard. Le silence qui a suivi était presque douloureux. Papa s'est lentement adossé. Tu as toujours adoré le gâteau d'anniversaire. Je sais. Alors prends. Oh, je le ferai. Maintenant. Son ton n'était pas fort. Il était ferme. Comme il parlait quand j'étais enfant, et qu'il n'était pas censé y avoir une autre réponse. J'ai souri poliment. Je préférerais emballer une tranche. Maman a ri. Cela n'aura pas le même goût demain. Cela ne me dérange pas. Evan s'est soudain levé. J'ai besoin d'air. Il est sorti par la porte coulissante vitrée vers le jardin. Ses mains tremblaient. Je n'avais jamais vu mon frère avoir l'air effrayé. Pas une seule fois. Quelque chose n'allait vraiment pas. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Naomi. Je suis dehors. S'il te plaît, trouve une excuse pour quitter la table. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai regardé vers la fenêtre avant. Une berline bleue familière était garée de l'autre côté de la rue. La voiture de Naomi. Elle n'était pas seule. Quelqu'un d'autre était assis sur le siège passager. Je ne pouvais pas distinguer qui. Maman a remarqué que je regardais dehors. Qu'est-ce que tu fixes? Non. Moi? Le sourire de maman a complètement disparu. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas. Dis-lui de partir. Il n'y avait même pas de tentative pour sembler accueillante. Juste de la colère. Vive et immédiate. Papa a poussé le gâteau plus près à nouveau. Nous célébrons. Elle peut attendre. Avant que je réponde, la porte d'entrée s'est ouverte. Personne n'avait frappé. Naomi est entrée, essoufflée. Derrière elle se tenait une femme d'âge moyen portant une veste blanche de chef avec le logo de la boulangerie où mes parents avaient commandé le gâteau d'anniversaire. La femme a regardé directement ma mère, puis le gâteau intact. Enfin, elle a murmuré. Oh, merci mon Dieu. Elle s'est tournée vers moi. S'il vous plaît, ne mangez pas ça. La pièce s'est figée. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. J'ai regardé de la boulangère à ma mère. De quoi parle-t-elle? La femme a dégluti difficilement. Cet après-midi. Elle a pointé vers le gâteau. Quelqu'un est revenu à la boulangerie après le ramassage et nous a demandé de remplacer la décoration parce qu'il prétendait que nous avions mal écrit votre nom. Le visage de maman a perdu toute couleur. La boulangère a continué. J'ai refusé parce que le gâteau avait déjà quitté notre cuisine. Elle a pris une respiration tremblante. Alors, j'ai vérifié nos caméras de sécurité. J'ai vu votre père ramener le gâteau à son camion. Elle m'a regardé directement. La boîte n'était plus scellée. Papa s'est levé si soudainement que sa chaise a claqué en arrière. Ça suffit. Naomi s'est interposée entre nous. Non, ça ne fait que commencer. La boulangère a plongé la main dans son sac. Elle a soigneusement retiré un sachet d'évidence transparent. À l'intérieur se trouvait un petit contenant en plastique contenant du glaçage bleu raclé sur le bord d'un gâteau au chocolat. Je ne savais pas ce qui se passait. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux, mais quelque chose semblait mal.
Alors, j'ai gardé un échantillon. Puis, elle a prononcé la phrase qui m'a glacé le sang. Mon cousin travaille au laboratoire de criminologie de l'État. Il l'a testé ce soir. Elle a placé le sachet scellé sur la table. Le glaçage contenait une substance hautement toxique. Personne n'a tendu la main vers le sachet d'évidence. Personne ne l'a nié. J'ai regardé mes parents, attendant, suppliant que quelqu'un me dise que c'était impossible. Au lieu de cela, ma mère s'est lentement adossée à sa chaise. Un calme étrange s'est installé sur son visage. Elle m'a regardé directement dans les yeux, puis a dit calmement. « Tu as été un fardeau depuis le jour de ta naissance. » Personne n'a parlé. Le silence n'a duré que quelques secondes. Cela semblait une vie entière. J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle rie et me dise que tout cela avait été un cruel malentendu. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a joint les mains sur la table aussi calmement que si nous discutions de la météo. Naomi a été la première à bouger. Elle s'est placée devant moi. « Claire, nous partons. » Papa a bloqué l'entrée de la salle à manger. Personne ne part. La femme de la boulangerie a sorti son téléphone. J'ai déjà appelé le 911. Papa s'est tourné vers elle. « Vous n'avez aucune idée de ce dont vous nous accusez. » Elle a soutenu son regard. « Je sais exactement ce que j'ai vu. » Naomi m'a pris la main. « Viens avec moi. » Mes jambes refusaient de bouger. Je n'avais pas peur. J'étais confuse. Plus que tout, j'avais besoin que quelqu'un m'explique pourquoi. J'ai regardé mon père. « Dis-moi quel a tort. » Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a fixé les bougies d'anniversaire qui brûlaient encore. Une par une, les flammes se sont éteintes. La pièce est devenue étrangement sombre. Puis Evan a parlé. « Je ne peux plus faire ça. » Tout le monde s'est tourné vers lui. Il se tenait près de la porte coulissante vitrée. Son visage était pâle. Ses yeux étaient rouges. La voix de maman est devenue vive. « Evan. » Il a secoué la tête. « Non, j'ai menti pour cette famille toute ma vie. » Il m'a regardé. « J'en ai fini. » Mon estomac s'est serré. « De quoi parles-tu » Il a pris une lente respiration. « Je l'ai découvert il y a 3 jours. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. « Découvert quoi » Il a regardé le sol. Ils ont dit que cela ressemblerait à un accident. Naomi a serré ma main si fort que cela faisait presque mal. Je ne pouvais plus respirer. Quel accident ? Evan m'a enfin regardé. Ils m'ont dit que tu étais déprimé. Ils ont dit que tout le monde croirait que tu étais tombé gravement malade par accident après avoir mangé quelque chose. Sa voix s'est brisée. Je savais que c'était mal. Je me disais qu'ils avaient changé d'avis. Il a essuyé ses yeux. Mais ce soir, il a regardé le gâteau intact. J'ai réalisé qu'il n'avait jamais eu l'intention de le faire. J'ai senti la pièce tourner. Chaque anniversaire, chaque Noël. Chaque fois où je m'étais convaincu qu'il m'aimait quelque part sous la déception. Tout s'est effondré d'un coup. Papa a enfin parlé suffisamment. Evan s'est tourné vers lui. Non, tu m'as dit que c'était une miséricorde. Tu as dit que Claire ne nous rendrait jamais fiers. Tu as dit qu'elle restait en vie seulement parce que tu te sentais coupable. Naomi a regardé mes parents avec incrédulité. Ma mère ne l'a pas interrompu. Elle n'a nié aucun mot. Au lieu de cela, elle m'a regardé directement. Tu as toujours voulu des réponses. Elle a soupiré. Alors écoute. Je suis resté parfaitement immobile. Quand tu es né, a-t-elle dit calmement. Tout est devenu plus difficile. Tes factures médicales, les problèmes d'entreprise de ton père, les disputes, les dettes. Elle a haussé les épaules. Tu es devenu le rappel de tout ce qui avait mal tourné. Les larmes ont brouillé ma vision. J'étais un bébé. Je sais. Elle l'a dit sans émotion. Je n'ai jamais créé de lien avec toi. J'ai échoué. Tu me regardais toujours comme si tu attendais de l'amour. Sa voix est restée calme. J'ai été fatigué de faire semblant.
Naomi a murmuré. Tu admets cela devant des témoins. Maman a fait le plus petit signe de tête. Je suis fatigué. Je suis fatigué de faire semblant. Dehors, le son des sirènes approchantes résonnait dans le quartier. Papa a jeté un coup d'œil vers la fenêtre avant. Pour la première fois de la soirée, il avait l'air effrayé, pas coupable. Effrayé? Il s'est approché de ma mère. Nous en avons fini de parler. Elle n'a pas bougé. Elle continuait de me regarder. Je suppose que tu me haïras maintenant. La question m'a stupéfaite. Non pas parce qu'elle l'avait posée, mais parce qu'elle semblait sincèrement curieuse. J'ai lentement secoué la tête. Non. Elle a froncé les sourcils. Je ne te hais pas. J'ai arrêté de chercher ton amour il y a des années. Une larme a roulé sur ma joue. Ce qui fait mal, c'est de réaliser que tu n'as jamais cherché le mien. La porte d'entrée s'est ouverte violemment. Des agents sont entrés dans la maison, ordonnant à tout le monde de rester où ils étaient. La pièce s'est remplie de mouvements, de questions et de voix urgentes. J'entendais à peine l'un d'eux. Mon attention restait fixée sur le gâteau d'anniversaire. 28 bougies, tranches intactes. Un dessert d'apparence ordinaire qui avait divisé ma vie en deux parties. Tout avant cette nuit et tout ce qui viendrait après. Pendant que les agents escortaient mes parents dans des pièces séparées pour commencer à les interroger, la détective Laura Bennett s'est approchée de moi doucement. Claire. J'ai levé les yeux, elle a parlé calmement. Nous allons avoir besoin de ta déclaration. J'ai hoché la tête. Puis elle a ajouté quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Nous avons également trouvé des documents dans le bureau à domicile de ton père. Elle a tenu un dossier d'évidence scellé. Il semble que ce n'était pas la première fois que quelqu'un discutait de s'assurer que tu ne serais plus là. Mon cœur s'est serré. Que veux-tu dire? La détective Bennett a rencontré mon regard. Je pense que cette histoire a commencé bien avant ton 28e anniversaire. L'enquête n'a pas pris fin cette nuit-là. À bien des égards, elle venait seulement de commencer. À minuit. La salle à manger de mes parents ne ressemblait plus à l'endroit où mon anniversaire avait presque été célébré. Des marqueurs d'évidence couvraient la table. Des photographies ont été prises sous tous les angles. Le gâteau intact a été soigneusement emballé et retiré. Les agents ont fouillé chaque pièce tandis que des techniciens de la police scientifique documentaient tout ce qu'ils trouvaient. Je suis resté assise à l'arrière d'un véhicule de police banalisé enveloppé dans une couverture grise. Naomi a refusé de quitter mon côté. Ni l'une ni l'autre n'avons beaucoup parlé. Il n'y avait pas de mots assez grands pour ce qui s'était passé. Environ 1 heure plus tard, la détective Laura Bennett est revenue en portant un épais dossier d'évidence. Elle avait l'air épuisée, mais il y avait autre chose dans son expression. De la confusion. Elle a ouvert le dossier. Nous avons fouillé le bureau de ton père. J'ai hoché la tête. Il y avait des dossiers financiers, des documents d'assurance, des fichiers d'entreprise. Puis elle a placé un seul document sur le siège entre nous. C'était une police d'assurance vie. Mon nom apparaissait en haut. J'ai froncé les sourcils. Je n'ai jamais vu cela auparavant. Tu ne l'aurais pas vu. Elle s'est tournée vers la page de signature. Elle a été souscrite il y a 18 mois. J'ai fixé la section des bénéficiaires. Mes parents bénéficiaires égaux. J'ai regardé à nouveau la détective Bennett. Je n'ai jamais signé cela. Tu n'avais pas à le faire. Elle a expliqué que la police avait été émise via le programme de prestations optionnelles de mon employeur lors d'une fusion. L'année précédente. Les formulaires de bénéficiaires avaient été transférés électroniquement des anciens dossiers d'emploi. Quelqu'un avait soumis un changement non autorisé en utilisant des informations personnelles que les enquêteurs croyaient avoir été accédées sans mon consentement. Mon estomac s'est serré. Donc, ce n'était pas impulsif. Elle a lentement secoué la tête. Non. Il semble que quelqu'un s'attendait à bénéficier financièrement si tu mourais. Naomi a murmuré calmement, mon Dieu.
Avant que je puisse répondre, un autre détective s'est approché. Il a remis une enveloppe scellée à Laura. Elle l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un carnet manuscrit, l'écriture de ma mère, pas un journal. Un planificateur domestique. La plupart des pages listaient les dépenses d'épicerie, les anniversaires, les horaires d'église et les rendez-vous. Puis Laura s'est arrêtée sur une page. Elle a lu silencieusement pendant plusieurs secondes. Son expression a changé. Qu'est-ce que c'est? Elle a levé les yeux vers moi. Il y a des entrées sur toi. J'ai dégluti. Quel genre d'entrée? Elle a hésité. Elle date des 7 dernières années. Une note disait, Claire a refusé un autre dîner de famille. Une autre, toujours garder ses distances. Une autre, besoin de la convaincre de visiter plus souvent. Puis Laura est arrivée à la dernière page. Elle a fermé le carnet un moment avant de parler. La dernière entrée dit. Elle m'a regardé directement. Anniversaire. Tout le monde s'attend à ce qu'elle vienne. Personne n'a parlé. Le silence à l'intérieur de la voiture était écrasant. Les mots eux-mêmes n'étaient pas dramatiques. Ce qui m'a effrayé, c'était à quel point ils semblaient ordinaires. Comme si mon anniversaire était simplement devenu un autre élément sur un planning. Pas une fille qui rentrait à la maison. Un plan atteignant son étape finale. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs ont interrogé les voisins, les parents, les collègues et les membres de l'église. Tout le monde décrivait la même famille. Respectable, amicale, généreuse. Personne n'avait jamais imaginé ce qui s'était passé à l'intérieur de cette maison. Un après-midi, la détective Bennett m'a invité à examiner des preuves supplémentaires. Elle a étalé des dizaines de photographies sur une table de conférence. Vacances en famille, matin de Noël, pièces de théâtre à l'école, photos de remise de diplôme. Mon enfance. Au début, je ne comprenais pas pourquoi elles importaient. Puis elle a pointé, regarde attentivement. Chaque photographie incluait Evan debout entre mes parents. J'étais presque toujours sur le bord. Parfois partiellement coupé, parfois regardant ailleurs, parfois manquant entièrement. J'ai froncé les sourcils. Je ne l'avais jamais remarqué. La plupart des enfants ne le font pas. Elle a fait glisser une autre photographie en avant. Elle montrait mon 10e anniversaire. Il y avait 2 gâteaux, un avec mon nom, un avec celui d'Evan. Mon anniversaire n'était pas en juin. Il ne l'était pas. La détective Bennett a hoché la tête. Ton frère voulait une fête avec ses amis. Je me souvenais de ce jour différemment. Je me souvenais d'avoir cru que mes parents lui avaient organisé une célébration surprise parce qu'ils aimaient les anniversaires. Maintenant je réalisais autre chose. Ils n'avaient pas célébré les 2 enfants. Ils avaient tranquillement remplacé l'un par l'autre. Mémoire après mémoire a commencé à s'assembler. Chaque récital oublié, chaque vacances annulée, chaque promotion ignorée, chaque excuse. Pas des moments isolés. Un schéma. Un mois plus tard, l'équipe de comptabilité judiciaire a terminé son examen financier. Les résultats ont surpris tout le monde. Mes parents n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas non plus en faillite. L'entreprise de construction perdait de l'argent depuis des années. De grosses dettes s'étaient accumulées. Plusieurs prêts arrivaient à échéance. La détective Bennett l'a expliqué soigneusement. Ce n'était pas à propos d'un seul problème. C'était des années de pression financière combinées à une dynamique familiale de plus en plus malsaine. En d'autres termes, aucun événement unique n'avait créé ce qui s'était passé. Cela avait grandi lentement. Choix après choix, année après année. Jusqu'à ce que quelqu'un arrête de voir une fille et commence à voir un obstacle. Le bureau du procureur a finalement déposé plusieurs accusations criminelles sur la base des preuves recueillies pendant l'enquête. Les dossiers d'assurance, le mobile financier, le carnet récupéré. Les déclarations des témoins et les tests médico-légaux sont tous devenus partie du dossier. On ne m'a pas demandé de chercher la vengeance. On m'a demandé de dire la vérité. Pour la première fois de ma vie. Cela suffisait. Des mois plus tard,
pendant la préparation du procès. La détective Bennett m'a appelé avec une dernière mise à jour. Nous avons trouvé autre chose. Quoi? Elle a fait une pause. Ton frère a demandé à parler au procureur. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Pourquoi? Il dit qu'il y a une conversation que personne n'a encore entendue. Quelle conversation? Celle qui l'a convaincu que ce n'était pas une terrible idée. Elle a fermé le dossier devant elle et il croit qu'en l'entendant cela explique comment tes parents ont franchi une ligne qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'ils franchiraient. Je n'ai pas revu Evan avant presque un an plus tard. Non pas parce que je l'évitais, mais parce que tout avançait à la vitesse du système judiciaire. Interview, examen de preuves, déposition, rapports médico-légaux. Chaque mois semblait découvrir une autre pièce d'un puzzle que je ne voulais jamais résoudre. Pendant ce temps, j'ai vendu mon appartement. J'ai déménagé dans une petite ville sur la côte de l'Oregon, non pas pour me cacher, pour respirer. Pour la première fois de ma vie, personne ne connaissait mon nom de famille. Personne ne me comparait à mon frère. Personne ne s'attendait à ce que je gagne l'amour qui aurait dû être donné librement. Naomi me rendait visite presque chaque week-end. Un après-midi. Nous repeignions mon porche arrière quand elle a posé la question que tout le monde avait évitée. S'il n'avait pas été interrompu, j'ai regardé l'océan, je ne serais pas ici. Ni l'une ni l'autre n'avons parlé à nouveau pendant plusieurs minutes. Certaines vérités ne deviennent pas plus faciles avec le temps. Elles deviennent simplement plus silencieuses. Le procès pénal a enfin commencé 11 mois après mon anniversaire. Marcher dans le tribunal semblait étrange. Non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que mes parents avaient exactement le même aspect. Les mêmes vêtements, la même posture, les mêmes expressions. Comme si rien n'avait changé. Papa évitait de me regarder. Maman non. Elle m'a regardé tout le temps, non pas avec de la haine, non pas avec des regrets. Presque avec curiosité, comme si elle ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi j'avais survécu. Evan est entré par une autre porte. Il avait l'air plus âgé, plus lourd. Comme si la culpabilité était devenue quelque chose qu'il portait physiquement. Quand son tour est venu de témoigner, la salle d'audience est devenue complètement silencieuse. Il a prêté serment, s'est assis, m'a regardé, puis a commencé. Je savais que quelque chose n'allait pas 3 jours avant l'anniversaire de Claire. Il a expliqué que papa lui avait demandé d'aider à organiser la célébration. En transportant des fournitures dans le garage. Il avait surpris mes parents en train de se disputer. Maman avait dit, si elle continue à vivre sa propre vie, elle ne reviendra jamais. Papa avait répondu, après ce week-end, nous n'aurons plus à nous inquiéter de cela. Au début, Evan croyait qu'il parlait émotionnellement. Puis il a vu papa manipuler un petit contenant en préparant le gâteau après l'avoir ramené de la boulangerie. Il les a confrontés. Papa lui a dit que la famille serait enfin libérée d'une déception sans fin. Maman lui a dit que Claire avait passé toute sa vie à nous faire semblant. Le procureur a demandé calmement, as-tu cru qu'ils étaient sérieux? Evan a baissé la tête. Non. Je me suis convaincu qu'il parlait sous le coup de la colère. Sa voix s'est brisée. J'ai continué à attendre que l'un d'eux arrête. Ils ne l'ont jamais fait. La salle d'audience est restée silencieuse. Pas d'éclat dramatique, pas de cris. Juste le son de quelqu'un qui réalisait que le silence pouvait devenir sa propre forme de participation. Les preuves médico-légales, les dossiers financiers, les documents d'assurance. Le témoignage de la boulangerie et les déclarations des témoins ont été présentés sur plusieurs jours. Le jury a tout entendu. Ils ont vu le carnet. Ils ont examiné les dossiers d'assurance. Ils ont écouté le témoignage de la propriétaire de la boulangerie. Ils ont regardé les images de surveillance montrant le gâteau quittant la boulangerie intacté. Étant ramené au véhicule de mes parents avant la célébration. Aucune preuve unique n'a décidé du cas. Ensemble, elles racontaient une histoire cohérente. Lorsque les audiences ont conclu, le jury a déclaré mes parents coupables de plusieurs infractions graves liées à la tentative sur ma vie, à la fraude et aux preuves liées à l'enquête. Le juge a parlé calmement avant la condamnation.
La plus grande tragédie dans cette salle d'audience n'est pas seulement le crime lui-même. Ce sont les années de confiance qui ont dû disparaître avant que ce crime ne devienne possible. Personne n'a célébré. Il n'y avait rien à célébrer. La justice n'efface pas l'enfance. Elle reconnaît simplement la vérité. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une dernière lettre. Pas de mes parents, d'Evan. Claire, je n'attends pas le pardon. Je ne le mérite pas. J'ai passé des années à accepter les choses parce que c'était plus facile que de les remettre en question. Quand j'ai enfin posé des questions, c'était presque trop tard. J'ai commencé à faire du bénévolat avec une organisation qui soutient les enfants grandissant dans des foyers abusifs. Je ne peux pas changer ce que j'ai échoué à faire pour toi. Peut-être que je peux empêcher un autre frère de faire la même erreur. Quoi que tu décides à notre sujet, je comprends. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée et placée dans un tiroir. Non pas parce que tout était guéri, mais parce que tous les chapitres n'ont pas besoin d'une réponse immédiate. 2 ans après mon 28e anniversaire, Naomi a insisté pour m'organiser un autre dîner d'anniversaire. Cette fois, il n'y avait que 6 personnes. Amis, collègues, voisins, pas de décoration coûteuse, pas de sourires répétés. Pas de faire semblant. Quand le gâteau est arrivé, tout le monde est devenu inhabituellement silencieux. Naomi avait l'air embarrassée. Je suis désolé. J'aurais dû demander d'abord. J'ai fixé le gâteau au chocolat pendant plusieurs secondes. Puis j'ai souri. Ce n'est pas le gâteau. C'est qui l'a apporté. Tout le monde a ri. Pour la première fois de ma vie, j'ai soufflé les bougies d'anniversaire sans faire de vœux. Je n'en avais plus besoin. Tout ce que j'avais passé mon enfance à souhaiter ne pouvait pas être trouvé à l'intérieur de la maison où j'avais grandi. Cela attendait dehors de cette maison depuis tout ce temps. Chez des gens qui choisissaient l'honnêteté plutôt que les apparences. La gentillesse plutôt que l'obligation, l'amour plutôt que la performance. Ma mère avait ri une fois et dit, « Tu as été un fardeau depuis le jour de ta naissance. » Pendant des années, j'ai cru ces mots. Maintenant je sais quelque chose qu'elle n'a jamais compris. Les enfants ne sont jamais des fardeaux. Les adultes qui refusent de les aimer créent le fardeau. La plus grande justice que j'ai jamais reçue n'était pas de voir mes parents tenus responsables. C'était de me réveiller chaque matin sans avoir besoin de leur approbation pour croire que je méritais de vivre. Et c'était le cadeau d'anniversaire que personne ne pourrait jamais me prendre. 3 ans ont passé. J'ai presque répondu à peine au coup à ma porte d'entrée. Très peu de gens visitaient sans appeler d'abord. Quand j'ai ouvert, un homme en costume gris se tenait calmement sous mon porche. Madame Holloway. Oui, je m'appelle Daniel Pierce. Il m'a tendu une carte de visite. J'ai été nommé représentant financier approuvé par le tribunal de tes parents. Pendant un moment, je n'ai pas compris pourquoi il était là. Puis il a expliqué, après l'affaire pénale. L'entreprise de construction de ton père s'est effondrée. Les contrats ont été annulés. Les fournisseurs ont arrêté d'accorder du crédit. La couverture d'assurance a été retirée. L'entreprise est entrée en faillite et la maison familiale a finalement été vendue par voie légale pour satisfaire les dettes en cours. Ils m'ont demandé de livrer quelque chose. Il a tendu une enveloppe scellée. J'ai fixé l'enveloppe. Je n'ai pas à la prendre, n'est-ce pas? Non. C'est entièrement ton choix. Pendant presque une minute, ni l'un ni l'autre n'avons parlé. Finalement, j'ai accepté l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule page manuscrite. Pas de mon père, de ma mère. Claire. J'ai passé des années à me convaincre que tout ce qui n'allait pas dans ma vie avait commencé le jour de ta naissance. Être assise seule m'a donné plus de temps que je n'en ai jamais voulu pour réfléchir. J'avais tort. Tout ce qui n'allait pas dans ma vie a commencé le jour où j'ai arrêté d'agir comme ta mère. Je n'attends pas le pardon. Je ne mérite pas une autre chance. Je voulais seulement que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai détruit. J'ai plié la lettre sans la relire. Non pas parce qu'elle n'importait pas.
Mais parce que certaines excuses arrivent après que les dommages ne peuvent plus jamais être réparés. Un mois plus tard, Evan a appelé. C'était la première conversation que nous avions eue depuis presque 2 ans. Je voulais te dire quelque chose avant que tu l'entendes de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est? J'ai vendu le dernier équipement de papa. Je suis restée silencieuse. Il n'y a plus rien. Pas de triomphe, pas de célébration, juste la fin d'un chapitre. Cet automne-là, Naomi et moi avons visité la boulangerie côtière où nous avions célébré chaque anniversaire depuis. Que tout avait changé. La propriétaire a souri quand elle m'a vu. Gâteau au chocolat à nouveau. J'ai ri. Toujours. Elle a placé le gâteau sur le comptoir. Gratuit. J'ai immédiatement secoué la tête. Je ne peux pas te laisser faire ça. Elle a souri. Le premier gâteau a presque été le dernier anniversaire que tu aies jamais eu. Elle a doucement fait glisser la boîte vers moi. Je préfère que celui-ci devienne le début du reste d'entre eux. Pour mon 32e anniversaire, j'ai invité 12 personnes chez moi. Amis, voisins, collègues. Des gens qui s'étaient présentés pour moi sans jamais demander ce qu'ils obtiendraient en retour. Avant de couper le gâteau, Naomi a levé son verre. À Claire, non pas parce qu'elle a survécu. Elle m'a souri parce qu'elle a arrêté de mesurer sa valeur par des gens qui n'ont jamais su comment l'aimer. Tout le monde a applaudi. J'ai regardé autour de la pièce. Pas de faire semblant, pas de peur, pas de sourire répété, juste des gens qui voulaient être là. J'ai réalisé quelque chose alors. La justice n'avait jamais été à propos de regarder mes parents perdre tout. La justice était de savoir qu'ils n'avaient plus le pouvoir de définir ma vie. Ils avaient fait leur choix. J'avais fait les miens. Et ces choix nous avaient menés à des futurs très différents. Quelques semaines plus tard, j'ai conduit devant la rue où j'avais grandi. L'ancienne maison appartenait maintenant à une autre famille. Des bicyclettes d'enfants étaient éparpillées dans l'allée. Une petite fille poursuivait des bulles dans le jardin avant pendant que son père riait derrière. Elle. J'ai souri. Puis j'ai continué à conduire, non pas parce que je fuyais, mais parce qu'il n'y avait plus rien là qui m'appartenait. Les gens demandent parfois si j'ai jamais pardonné à mes parents. La réponse les surprend. Le pardon n'était pas la ligne d'arrivée. La liberté était le jour où j'ai arrêté d'attendre qu'ils deviennent les parents que je méritais. C'était le jour où je suis enfin devenu la personne que j'étais toujours destiné à être. Et chaque anniversaire depuis lors m'a rappelé une vérité simple. Ma mère avait ri une fois et dit, « Tu as été un fardeau depuis le jour de ta naissance. » Elle avait tort. Je n'ai jamais été le fardeau. J'étais celle qui avait survécu assez longtemps pour prouver que ces mots ne deviendraient jamais mon avenir.